Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes le 29 avril 2023. Il est déjà 8 heures et on vous accompagnera jusqu'à 9h30. Mina est déjà parmi nous. Bonjour Mina. Bonjour Noël, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va. Et bien sûr, tu t'es accroché à mon lapsus. Hein. Et comment Mina n'allait pas rater un lapsus pareil? Je peux pas rater, je sais pas, c'est... J'ai pas encore switché convenablement, finalement, du fuseau horaire de Ramadan vers le fuseau horaire de l'Iftar. Je vois bien, voilà. je vois bien. J'allais dire 10h30, après je me suis rappelé que c'est 9h30 et oui. Voilà. Ah, c'est pas grave, hein. Allez. Ah, tu as compris maintenant mon lapsus? Oui. J'étais sûre qu'elle était en train de se dire, mais... Qu'est-ce qui se passe? Finalement, elle bug. Pourquoi elle bug? Pourquoi elle À quel bug? moment? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle est en train de se dire? Ben voilà, j'ai répondu à ta question. Est-ce que je dois rigoler? Si je rigole, est-ce que je vais la perturber? C'est compliqué, hein, cette histoire. Ah ben finalement, t'as pris quoi comme décision? Bon, ça va. Je souris. Elle est indulgente aujourd'hui. Franchement, quelle générosité, Mina Abed. Comme à chaque fois d'ailleurs. Hein. Alors aujourd'hui, Mina, on va parler beaucoup de culture. Beaucoup de culture. Alors, comme tu sais très bien, nous sommes en plein mois du patrimoine, donc le mois qui commence le 18 avril et qui continue jusqu'au 18 mai. Beaucoup d'activités culturelles sont organisées durant ce mois-ci. Il faut aussi profiter durant le mois puisque l'accès au musée est gratuit. Il se fait tout au long de la semaine. C'est vraiment l'occasion donc de renouer avec les musées. En plus, on a de très beaux musées. De très beaux musées, de très belles collections. Exactement. Effectivement, véritable immersion hein, dans les différentes cultures, l'histoire. C'est juste incroyable, j'adore. Voilà, effectivement. Et justement, parlons du mois du patrimoine, il n'y a pas que les musées, il y a aussi la société civile, il y a aussi les différentes directions de la culture à travers les wilayas qui proposent un programme quand même assez intéressant tout au long du mois. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté de Tizi Ouzou pour découvrir un petit peu le programme du mois de patrimoine dans cette ville. Nous aurons donc une spécialiste en archéologie qui viendra nous en parler. Ce matin aussi, nous nous intéresserons à une catégorie de fonctionnaires, d'employés, de métiers, on va dire, desquels on ne parle pas beaucoup. Mais finalement, elles ont hein, donc j'insiste parce que ce sont des femmes généralement, et elles ont un impact très important dans la vie des femmes, dans la vie des bébés aussi. Ça te parle? Oui, mais il y a le mot là qui est parti, c'est ça, Les sages-femmes. Voilà, oui. Voilà. C'est ça, ouais. Eh bien, les sages-femmes, nous allons en parler puisqu'il va y avoir un hommage qui leur sera rendu le 6 mai prochain. Donc, belle initiative vis-à-vis donc de ces femmes qui accompagnent quand même des les hommes mamans. qui sont sages-femmes. Oui, c'est vrai. Il y a des hommes, mais c'est vrai que c'est un métier quand même qui très longtemps a été un métier très féminin. Mais c'est vrai que même s'il y a des hommes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire, sages-hommes? Bah, on les appelle sages-femmes. On les appelle sages-femmes aussi. Voilà, je crois qu'on les appelle sages-femmes. Comme quoi, le métier est typiquement féminin. Exactement. Mais c'est très rare. Hein, c'est très rare. C'est vrai. Ça reste quand même un métier féminin. Et c'est vrai que c'est un métier très contraignant, un métier où il y a beaucoup de responsabilités. Exactement. Alors non seulement responsabilité physique, mais responsabilité aussi morale, parce qu'on doit accompagner quand même. Et c'est pas simple hein, d'accompagner comme ça et d'être patiente, de trouver les bons mots, bons moments. Surtout lorsqu'une femme vient accoucher pour la première fois, par exemple, elle ne sait pas ce que c'est. Donc c'est vraiment un accompagnement très appuyé, on va dire. Hein. Exactement. Voilà, donc on va revenir à cette catégorie donc, de travailleurs desquels on ne parle pas beaucoup. Donc on va en parler ce matin. Et aussi, nous allons nous intéresser, encore une fois, toujours dans le cadre du mois du patrimoine, très belle exposition aura lieu du côté de Zeralda, alors intitulée « Mon patrimoine, mon identité ». Alors là, c'est très intéressant parce qu'on va découvrir un petit peu ou redécouvrir ou renouer encore une fois nos relations avec des objets qui représentent un petit peu notre identité, complètement modernisée d'ailleurs, revue, modernisée, d'autres où on voit vraiment des objets complètement traditionnels. Une très belle exposition qui va réunir une cinquantaine d'artisans venus d'un peu partout donc, du pays, se réuniront. Merci. Elle est toute contente. Hein. Non, c'est pas pris ton café, c'est pour ça. Pardon? Non, parce que je suis en train de me dire, elle n'a pas pris son café. Elle n'a pas pris son café, fakté. Ceci explique cela. Voilà, fakté, j'ai pas encore pris mon café. Voilà, t'inquiète pas. Je sais, heureusement que tu es là. Hein, heureusement que je suis là.
Et donc, ils vont se retrouver du côté de Zerada pour nous présenter leurs œuvres. Nous allons en parler donc ce matin. Et comme chaque samedi, Ahmed Kalighassan sera parmi nous ce matin. Il va nous faire découvrir une autre personnalité. Cette fois-ci, il sera question de Cheikh Saïd Kasdoura, pardon. Et voilà, Cheikh Saïd Kasdoura, pardon. Et donc, Ahmed, notre ami Ahmed, nous le fera découvrir. Voilà pour le programme de cette matinée. Merci encore une fois à Faiza Wadi qui l'a proposé pour nous. Mais sinon, Mina, il a fait plutôt beau ce matin. Bon, on va dire, il a fait bon. Il a fait bon. Un petit peu frais même. Un petit peu frais, une belle brise. Mais alors, ça a commencé quand même un peu tôt, vers 4 h du matin. Oui. Déjà, on l'a bien ressenti. Moi, je sais pas, j'ai pas ressenti grand-chose à 4 h du matin vu que je dormais. Non, moi, je t'en informe, Mina. Je t'en informe. Oui. Je t'en informe. Je sais que 4 h du matin, tu étais un petit peu absente. Beaucoup même. Beaucoup même. Donc je t'en informe que vers les coups de 4 h du matin, il faisait très très bon. Et puis en sortant, venant, donc on a été accompagnés quand même d'une très belle brise. Exactement. Ça s'annonce pour toute la journée ou plutôt agréable pour toute la journée par rapport à hier. C'est vrai que hier c'était une journée, mais alors exceptionnelle. Caniculaire. Exceptionnelle. Oui, on avait l'impression d'être en été hier. Ouais. Même en été, parfois, il fait meilleur. Exactement, c'est vrai. Finalement. Un peu plus de détails, Mina? Avec plaisir. Un peu plus de détails, ce sera juste après cela. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Alors, il va faire bon, tu le dis? Il va faire plutôt bon. Donc, comparé à hier, ça va. Comparé à hier, oui, non, ça n'a rien à voir. Voilà, donc ça s'annonce plutôt bien. Donc, on s'attend un peu quand même à quelques pluies prochainement. On est gourmand. L'intérieur, oui, un petit à l'intérieur, ce soir. Pas grand-chose. Pas grand-chose, mais quand même. Il ne faudra pas s'attendre à vraiment même Exactement. Voilà. C'est mieux que rien. Quelques gouttes. Exactement. Un peu plus de détails, Mina? Oui. C'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Excellent réveil. De la brume ce matin sur l'ensemble des régions côtières et puis un ciel de plus en plus voilé. En journée, même parfois nuageux sur l'ensemble des régions côtières. À partir de ce soir, on notera quelques pluies vers l'intérieur du pays. Des pluies également parfois assez marquées sur le Hogar avec des orages sur le Sahara oriental, l'extrême sud le long des frontières algéro-maliennes et puis un ciel dégagé sur le sud-ouest encore, le Sahara central. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord jusqu'à 36 degrés à Annaba cette fois-ci. On notera 35 degrés du côté de Rilizan, 33 degrés. Alger, c'est une baisse par rapport à hier. C'est une baisse par rapport à hier, on était à 38 quand même. On était à 38. L'intérieur du pays, j'ai l'impression qu'il y a une hausse par rapport à hier, Mina. Non, l'intérieur du pays, hier, ça atteint les 42 degrés. Oui, du côté de Rilizan, de Chlef aussi. De Chlef, de Rilizan, les 42 degrés. Petite augmentation, ça a un petit peu augmenté. À l'extrême sud. Non, pas à l'extrême sud, mais à l'est. À l'est. Ah, d'accord. Hier, c'était dans les 25 degrés. Aujourd'hui, c'est dans les 36 degrés. Donc, à peu près 10 degrés de différence. Donc, c'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Par rapport à hier. Oui. Par rapport à hier, voilà. Non, mais ça va commencer à diminuer à partir de demain. Oui. Voilà, très bien. Ça va commencer à diminuer. Donc, vers l'extrême sud, des températures toujours en hausse avec 39 degrés. À Ardaya, 38 degrés. À Béchar, 41 degrés. À Tindouf, 43 degrés. À Darar, 42 degrés. Insalah. Et enfin, 39 degrés à Ilizi. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer peu agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 10 et 20 km/h vers les côtes ouest, entre 20 et 40 km/h sur le centre et enfin entre 10 et 30 km/h vers les côtes est. On passe tout de suite à l'Europe pour cette journée. On aura droit à beaucoup de pluie, notamment à Moscou, Vienne, Madrid, un ciel voilé à Lisbonne, Paris et Londres. Côté température, on notera 15 degrés à Istanbul, 14 degrés à Moscou, 15 à Berlin, 19 degrés à Vienne et Paris, 22 degrés à Rome et enfin 27 degrés à Madrid. Encore une fois, excellente matinée. À tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Justement, on disait, ça reste quand même des températures estivales, même s'il y a eu une baisse par rapport à hier. Baisse par rapport à hier, oui. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal et l'avantage, c'est qu'il ne fait pas aussi humide qu'au mois d'août. C'est ça. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'on ne ressent pas beaucoup
On ne ressent pas beaucoup la... Ah si, hier on a bien ressenti, Mina. Oui, il a fait humide. Hein. Non, on a bien ressenti hier. Par rapport à parce que si tu nous annonces des températures à l'ombre, donc hier 38 à l'ombre à Alger, on va compter 41, 42, exactement, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est ce qui s'est affiché au niveau de la voiture. Oui, non, ça augmente toujours. Oui, ça augmente toujours. Donc hier, bon, allez, on va dire hier c'était exceptionnel. Hier c'était exceptionnel. Il y a des jours même eu un BMS canicule pour hier. Et pourquoi on ne le ressent pas trop? Parce que en fait, le taux d'humidité à partir du mois de mai, du mois de juin, même dépasse parfois les 100%. C'est ça. Donc on ressent encore beaucoup plus la chaleur. Même s'il fait 33 degrés, 35, on ressent une chaleur terrible. Voilà, effectivement. Donc hier, on va dire c'était exceptionnel et maintenant. Hier, c'était exceptionnel. Retour à la normale petit à petit. Exactement. Après, bon, reste quand même le mois d'avril, c'est connu. Exactement. Bon, bientôt la fin. Bientôt la fin du mois d'avril. Voilà. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces détails, Mina. Et on se retrouve tout à l'heure après Journal Télévisé du midi, après celui de 19h, à 9h30 pour un petit briefing. Oui. Ouais. Un petit briefing. Un petit briefing, oui. Avec le bon café chaud. Je ne sais pas s'il va y en avoir. Ouais, bon. Mais après, il y a le distributeur café. Hein. C'est pas la même chose, mais ouais, c'est pas la même chose. Mais le plus important, c'est du café, hein, finalement. Alors aujourd'hui, le 29 avril, un rendez-vous incontournable, puisqu'à partir d'aujourd'hui, il y aura le coup d'envoi, comme vous le savez, de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Donc un événement sportif tant attendu qui va se poursuivre jusqu'au 19 mai. Et bien entendu, Canal Algérie sera au rendez-vous afin de vous transmettre toutes les nouveautés concernant donc le déroulement de cette Coupe d'Afrique, donc le déroulement de tous les matchs ainsi que les scores. Voilà, donc Canal Algérie va bien entendu accompagner et aussi réserver des programmes donc pour vous donner toutes les informations concernant cet événement sportif. Et à l'occasion de cet événement, on va commencer avec une très très belle chanson qui chante l'Algérie, qui chante Bladi avec Mouh Milano, et on se retrouve juste après. Et de retour sur le plateau, c'était donc Bladi Aoula en compagnie de Mouh Milano. Et à présent, notre ami Ahmed Greg Hassan nous rejoint. Ahmed, bonjour. Bonjour, bienvenue bonjour à tous les téléspectateurs. Encore une fois, Aïdkoum Saïd, on a encore le temps de se dire oui, bien sûr. Oui, on a tout le temps d'espérer les bonnes choses pour tout le monde. C'est vrai, bien sûr, effectivement. Ça va, Aïd Topkhir. Alhamdoulilah. Alors aujourd'hui, Ahmed, tu vas nous emmener en voyage dans le temps. Oui. Vers le XVIIe siècle environ. On y va, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher là. Oui, parce que bon, on essaie de varier un peu. Il y a tellement de personnalités. Des fois, certains sont à voir et à revoir parce que c'est des vies très inspiratrices. Avec des œuvres, et certains quand même qui ont joué des rôles déterminants. Par exemple, on ne se lassera jamais de découvrir la vie de l'Amir Abdelkader ou de gens de la sorte, donc les fondateurs des Zawiya ou Ibn Badis ou des gens qui ont joué des rôles très importants dans la vie de l'Algérie. Et donc là, on va s'intéresser à un mufti. Parce que tu vas me dire pourquoi. On revient un peu à l'époque ottomane parce qu'il me semble que l'époque ottomane en Algérie, c'est l'enfant pauvre ou le cousin pauvre de l'histoire de l'Algérie, parce que souvent on dit que oui, intellectuellement, il n'y avait pas beaucoup d'activités, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Mais en réalité, chaque fois qu'on cherche, on se rend compte que vraiment on lèse l'époque. Il faut dire que point de vue documentation, il n'y a pas beaucoup de documentation parce que tout a été bien sûr brûlé ou confisqué par l'occupation française. Donc il y a pas mal d'archives qui sont en France. C'était d'ailleurs l'une des premières missions, effacer ce qui a été fait, effacer toute une identité pour essayer d'instaurer une autre. Voilà, exactement. Et là maintenant on souffre parce que quand c'était dit par les agents de l'occupation, c'est normal, on va dire que. Mais c'est repris maintenant par certains intellectuels algériens qui disent oui, nous sommes de tradition orale, l'époque ottomane, il n'y avait pas grand-chose, c'était juste ceci et cela, alors que c'est pas vrai. Par exemple, en fait, lorsqu'on revient à la tradition orale, Ahmed, il y a un peu de vrai parce que la tradition orale, on la ressent beaucoup plus dans ce qui est culturel. Par exemple, la transmission des contes, la transmission des proverbes, la transmission des citations. Mais quand il s'agit de savoir, là, c'est autre chose et à chaque fois, tu nous prouves le contraire d'ailleurs. Oui, mais il faut dire que les gens écrivaient. Donc, c'est pas une vie culturelle sans écrit. C'est ce qu'il faut casser comme tabou. Donc, c'est pas vrai. Les gens écrivaient et tout le monde écrivait. Donc, il y avait des
tonnes d'archives. Et l'administration ottomane, c'était une administration très bureaucratique. Et ils écrivaient tout, ils enregistraient tout, il y avait plein de registres. Et même les gens, donc on trouve un petit taleb dans son coin, c'est un maître d'école coranique, et il prenait le temps d'écrire. Donc j'ai reçu tel, j'ai vu tel, j'ai eu un enfant, il y a eu le décès de tel. Donc tout le monde avait son petit cahier, son petit registre, et il prenait note. Donc il y avait diaries, comme on dit en anglais, donc leurs journaux quotidiens, ils les maintenaient. Et la tradition était maintenue chez Mhiddin Bchtarzi, donc lui, il a tenu un journal quotidiennement. Donc il le tenait, donc il prenait note, il écrivait tout. Et c'est ce que faisait tout le monde. Et on a des preuves maintenant, il y a des documents qui sortent. Donc pour revenir à Saïd Quddoura, qu'est-ce qu'on sait de lui dans les livres de biographie? Que bon, c'était un mufti qui a duré dans la position de mufti presque une quarantaine d'années. Il a occupé 38 ans. Puis son fils, puis son deuxième fils, puis le petit-fils. Donc c'est une famille qui a occupé plusieurs générations. Une centaine d'années, elle a occupé le poste le plus important, intellectuel le plus important dans toute l'Algérie. Donc à l'époque, le poste de mufti malikite à Alger. Oui. Et puis un petit manuscrit qu'il a laissé dans la Sharh Sullam al-Murawnak fi ilm al-Mantiq de Sidi Abdelrahman al-Akhdari, parce que c'est un livre didactique, il a expliqué. On voit maintenant, on a le début, donc Qala katibu al-faqiru ila mawla Ali ibn Muhammad Amzian. Ça c'est la fin, c'est la signature du copiste. Mais on a la première Ça change page. La calligraphie, Ahmed. Oui, parce que tu as noté la variété, donc c'est la même calligraphie, mais il y a des types. Effectivement. Donc il y a plusieurs types, il y a le mujawhar, il y a je ne sais pas, ils ont une terminologie spéciale. Oui. Donc et tout dépend comment. Il y a aussi la variété quand on va de l'est en ouest, puis du nord au sud, parce que la calligraphie algérienne qui est écrite par exemple dans la région de Tamna Rasatoullah, c'est une calligraphie que j'adore beaucoup, elle est très géométrique, elle est très belle. Donc j'aime bien parce que c'est des triangles en général et elle est magnifique. Donc, et là, on voit. Donc, ça, c'est la plus rapide parce que quand on veut faire quelque chose une copie royale, donc on prend un certain type de calligraphie. Oui. Maintenant, si c'est juste pour prendre note, donc c'est comme en Orient, donc ils ont khat al-raq'a, donc c'est parce que c'est rapide. Et puis mais nous, c'est dans la calligraphie algérienne classique, il y a plusieurs types. Donc pour revenir à Saïd Quddoura, Saïd bin Brahim bin Abdelrahman Quddoura, il est originaire de la région de Djerba. On dit qu'en fait Quddoura, c'est le nom de son village d'origine. Je suis parti chercher sur la carte autour de Djerba, je n'ai pas trouvé de village au nom de Quddoura. Donc je ne sais pas, est-ce qu'entre-temps le nom du village a changé, ou sinon c'est juste, je ne sais pas, la transcription n'est pas, je ne sais pas. Mais je n'ai pas trouvé, maintenant actuellement je n'ai pas trouvé sur la carte un village ou une ville appelée Quddoura autour de Djerba. Donc il s'est installé en Algérie, il a perdu ses parents donc, avec un intervalle d'une semaine, donc il y a le papa et la maman qui sont décédés, donc il a été orphelin très jeune. Et puis il a commencé à étudier, donc, et il s'est déplacé pour ça. Il est parti à l'ouest, à Tlemcen, il est même parti étudier au sud de l'Algérie. C'est là, donc après Mohamed bin Abdelkrim al-Maghili, dont on a parlé un jour, c'est un autre exemple de ce lien ce lien intellectuel qu'il y avait entre le nord et le sud de l'Algérie. Il est parti, il s'est installé dans la région de Bni Abbas, Saoura, Touet. Donc il a rencontré des gens, il a étudié, il a aussi enseigné. Et de là, il a envoyé une question à l'un des muftis, Ahmed Baba Tomboucti, sur une question très importante à l'époque, c'était le statut des esclaves. Donc il y avait cette question de la vente des esclaves, il y a plein de questions autour, point de vue jurisprudentiel. Donc il a envoyé la question et on sait que c'est lui parce que Saïd bin Brahim. Et des fois, certains, donc pour éviter de dire que c'est lui, donc au lieu de le Jazairi, qu'on voit écrite comme ça, le Jazairi, ils disent le Jarrari. On sait maintenant qui c'est, pourquoi ils font ça. Donc des fois, c'est fait exprès pour un peu
effacer des identités, donc faire diversion un peu. Faire diversion et enlever le mérite à certains. Il a aussi écrit, il a répondu à quelques questions à Tlemcen, des fatwas qu'il a écrit, donc Nawazil Tlemceniya. On n'a pas la copie, mais elle existe. Il y a une copie manuscrite. Et puis le reste, c'était autour de Sidi Khalil, autour de l'Mantiq, donc Sulam al-Murawnak, ou l'Aqida de Sanusi. Donc c'est ce qu'on a de lui. Mais là, ça c'est une autre copie de Sharh de Saïd. On voit là en haut Sidi Saïd ibn Ibrahim. Justement, ces petits-enfants maintenant portent le nom de Sidi Saïd. D'accord. Donc c'est plus Qaddoura, mais la famille s'appelle Sidi Saïd. Et voilà, donc là c'est une autre copie parce que Sharh Sulam al-Murawnak ou al-Munawwaraq, chacun comment il l'appelle. Donc là c'est une thèse de magistère à l'université de Tlemcen. Donc c'est une édition critique. On en trouve des copies partout. Dans tout le monde musulman, en Égypte, en Arabie Saoudite, en Afrique notamment, donc Mauritanie, au Mali, bien sûr dans nos bibliothèques privées au sud. On ne sait pas pourquoi, mais des fois on trouve des livres comme ça qui ont été aimés. Le contenu peut-être, qui répondaient aux besoins de l'époque. Oui, mais on en trouve d'autres qui répondent aux besoins. Parce que Sulam al-Murawnak il y a une centaine de sharh, d'explications et de commentaires. Mais certains sont plus connus que d'autres pour des raisons. En général, eux, quand on leur demande, ils disent al-Qaboul. D'accord. Donc, s'il est bien reçu chez Andarbi, donc Yiktub Lorbi l'Intishar. Là, c'est une édition critique d'un tas de livres sur la logique chez les musulmans. Et bien sûr, il y est. Donc, vu l'importance du livre de Cheikh Qaddoura, donc Majmou' Sulam al-Murawnak. Donc, on en a cette explication, cet commentaire sur Sulam al-Murawnak. Et l'avant-dernier, c'est celui de Cheikh Qaddoura. Donc, pour dire l'importance, donc il est d'entre une centaine de commentaires. Donc, il a été choisi pour être édité. Donc, il a aussi occupé, en étant mufti malikite d'Alger, il avait aussi en responsabilité le waqf, Awqaf de Jami' al-Kbir, et c'est une charge très importante. À un certain moment, on lui a fait un peu quelques reproches sur sa gestion des Awqaf. Et là, donc, il fallait voir. Quel type de reproche? Sur sa gestion, soi-disant, il en profitait par-ci, par-là. Donc, et là, il leur étale tous les registres, il leur montre comment il a fructifié parce que à son époque, il a développé la bibliothèque, il a construit une madrasa, il a construit une zawiya, il a même construit un refuge pour les indigents, tout ça. Donc, il a reconstruit une fois le Jami' al-Kbir. Donc, c'est une quarantaine d'années où vraiment... Et la bibliothèque qu'il a laissée après lui, on dit que c'était des milliers de manuscrits, des milliers de copies, parce que c'était un très bon gestionnaire. Et bien sûr, parce qu'on dit que son père lui-même était commerçant, donc c'est de tradition familiale, donc il tenait très très bien leur gestion. Et donc voilà un peu, il était très respecté par les gouverneurs de l'Algérie, donc il était très respecté par les gens, et quand il donnait une ijaza, donc c'est le diplôme. Donc c'est le diplôme. Là c'est un manuscrit où on trouve donc à gauche Sidi Saïd al-Jazairi. Ça pourrait être son écriture. D'accord. Ou un document qui a appartenu à sa famille, peut-être sa calligraphie à lui ou celle de ses enfants. Elle est un petit peu différente de ce que nous avons vu il y a quelques instants. À l'heure. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était les copistes. D'accord. C'est des spécialistes. Donc leur travail, c'était de copier des livres à la commande et c'était leur vie. Donc c'était un métier. C'était un métier, être copiste. Donc ils vivaient de ça. Donc c'est tout à fait normal qu'ils aient une écriture soignée, qui vraiment, parce que c'est fait pour être commercialisé, donc ils vivaient de ça. Mais quand on tombe des fois sur la calligraphie de ces ulama... Ils écrivent pour eux-mêmes. On écrit tous pour nous-mêmes en réalité. Comme des médecins.
avec tout le respect qu'on doit à nos médecins. Donc, c'est vraiment des fois... Un autre type de calligraphie. Exactement, n'est-ce pas? parce que c'est des gens qui sont stressés, qui ont beaucoup de charges et qui écrivent très rapidement parce qu'il y a une inquiétude interne, donc il a hâte de terminer et puis il n'a pas le temps de soigner. Par contre, il y a d'autres ulama qui avaient vraiment la calligraphie très soignée. Notamment, on avait Cheikh Ali ibn Hajj Moussa qui est la Sidi Abdelrahman. Donc, quand on tombe sur les copies, ces copies à lui, c'est un régal. Parce que c'est une écriture très soignée, même quand il était vieux, et donc il a vraiment gardé cette façon d'écrire. Après, c'est une nature, ça devient une seconde nature. Exactement. Voilà, après, ça devient une seconde nature. Donc voilà, Sidi Saïd Quddoura, la famille Quddoura qui a occupé un peu la façade de la vie intellectuelle. Et il est parti même à un certain moment à Istanbul, en délégation diplomatique. On ne connaît pas le contenu les vraies raisons du voyage, mais on sait qu'il est parti. Donc voilà un peu, il est décédé en 1656, au beau milieu du XVIIe siècle. Et après, donc, il y a eu toute une génération qui a suivi, plusieurs plutôt générations, qui ont suivi un petit peu son parcours. Et ses élèves directs ont été vraiment de grands écrivains. Ils ont laissé Abou Mahdi Issa Ta'alibi, Yahya Chaoui, dont on a parlé la dernière fois, Mohamed bin Abdelkrim al-Jazairi. Il y a des noms, même il y a un certain de Tamantait. Donc c'était vraiment, il a vraiment suscité plein de vocations. Il y a Mohamed bin Slimane al-Roudani qui a étudié chez lui ici à Alger. Donc vraiment il a formé une génération très importante, une élite, et qui a laissé elle aussi ses traces dans la vie intellectuelle, que ce soit ici en Algérie ou en Orient notamment. On compte sur toi pour nous les faire découvrir. En tout cas, merci beaucoup Ahmed de nous faire découvrir encore une autre personnalité qui a marqué la culture, la science et le savoir de l'histoire de l'Algérie. Donc là, on est parti au XVIIe siècle, à l'époque ottomane. En tout cas, merci beaucoup Ahmed. On se retrouve samedi prochain, Inch'Allah, pour une autre rencontre. Merci beaucoup Ahmed, bonne semaine. On continue cette fois-ci. Nous allons aller du côté de Blida en compagnie de notre collègue Amel Bouakbar qui nous fait découvrir le musée d'El Hanafi qui se trouve à Blida. On se retrouve juste après. Elle a toujours joué un rôle prépondérant dans la préservation des fondements de l'identité algérienne, notamment durant la colonisation française. الدعاء تاع ختم القرآن الكريم je me rappelle bien j'étais jeune يا ربنا يا خالق العوالم. Alors cette assise je peux parler du Coran et ce dua c'était à l'époque du colonialisme. Donc le rôle d'abord récitation du Coran, la révision du Coran et ensuite envoyer un message aux colons que nous sommes là, nous sommes musulmans et il y aura, c'est bientôt le jour où vous allez quitter ce pays. L'architecture est dans le pur style islamique avec une sobriété dans les décors. Les seuls ornements, c'est une faïence de couleur vert et blanc sur la façade principale de la mosquée. La spécificité de cette mosquée par rapport aux mosquées qui se trouvent au niveau de Blida, qui sont plus de 600 mosquées, son minaret, qui a une longueur de 35 mètres de hauteur, dont sa forme elle est orthogonale par rapport à la forme carrée de celle de Ben Sadoun ou d'autres mosquées. Les matériaux utilisés, c'est le lion, c'est à base de mortier, c'est à base de terre,
et de chiites. Malgré son importance historique, ce lieu de culte n'a pas bénéficié de la restauration qu'il mérite. Tous les travaux, malheureusement, je le dis, tous les travaux qui ont été faits dans le sens de la réhabilitation n'ont pas respecté l'architecture initiale et de préserver ces mosquées comme une originalité. On ne cesse de proclamer de faire de ces mosquées une classification nationale et heureusement que même la direction de la culture au niveau du Blida, ils ont déposé des dossiers, etc. La mosquée El-Hanafi, qui raconte près de 300 siècles d'histoire, mérite certainement plus d'attention à travers une classification nationale pour perpétuer cet héritage culturel de la ville des Roses. Voilà, magnifique lieu de culte. C'était la mosquée El-Hanafi, Amel Bouakba, qui nous l'a fait visiter, qui se trouve du côté de Blida. Cette fois-ci, nous allons donc rendre hommage aux sages-femmes, puisque le 5 mai est la journée mondiale des sages-femmes. L'association, d'ailleurs, la Société des sages-femmes organisera un événement en leur hommage. Elle est représentée ce matin par sa présidente, Madame Lila Belgroun. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour, bik marhaba. Allah yassilmek. Alors vous êtes vous-même sage-femme? Je suis sage-femme retraitée. Et vous avez fait ce métier pendant combien de temps? Oh, je l'ai fait 38 ans. 38 ans, vous avez combien d'enfants finalement en 38 ans? J'en ai 4. Non, combien d'enfants? Ah, combien d'enfants j'ai fait? Ouh là là, oh mon Dieu, j'en ai fait. Vous avez fait des générations et des générations, Madame Belgroun. Et même, comme vous avez dit, des générations et générations, j'ai accouché la maman, la fille ou la belle-fille. Ça, et la troisième génération qui vient donc finalement, aussi. Donc j'ai vu toute une génération dans la famille. Mais ça, c'est magnifique. Ça doit être complètement féerique. Oui, c'est très bien. C'est très émouvant quand on en parle. Parce que quand même, la naissance, c'est très particulier, une naissance. La venue d'un être, on voit qu'on est nous. Bon, on participe à la venue d'un être, d'un nouvel être. Et finalement, vous êtes la première personne qui voit ce nouveau-né, même pas la maman. Même pas la maman. Même pas la maman. Vous êtes vraiment la première personne à le toucher, à le prendre dans les bras, à le voir. Oui, tout à fait. Avant même la maman qui l'a porté dans 2 mois finalement. Tout à fait. Voilà, donc finalement, Madame Belgroun, ça reste quand même un métier très noble. Ça reste un métier où vraiment on donne de nous-mêmes, où c'est vraiment, on devient une partie de la famille, comme vous l'avez si bien dit. On peut accompagner 3 à 4 générations comme ça. Et c'est ainsi donc que vous vous êtes organisé en cette société, justement, des sages-femmes. Alors la Société des sages-femmes, en quelques mots? La Société des sages-femmes, c'est une association d'abord scientifique, nationale. Elle est présente sur 28 wilayas. Nous sommes sur les 4 régions du pays. Oui. Et Inch'Allah, on sera dans les 58. Dans les 58 wilayas, dans les 4 régions du territoire national. Quels sont un peu les objectifs, les actions que vous menez sur le terrain? Les objectifs principaux, c'est l'amélioration de la profession sage-femme, bien sûr, et puis ça va de suite, l'amélioration de la santé maternelle et infantile. Oui. Ça va de soi. Ça va de soi. Et nous faisons de la formation continue aux sages-femmes. C'est un des objectifs aussi essentiels. Rétablir la relation entre les sages-femmes et les femmes. Reprendre de la relation. C'est très important, hein, Madame Belgroun, ce que vous dites, parce que là, surtout la maman, quand elle vient accoucher pour la première fois, elle ne sait pas ce que c'est, donc on a vraiment besoin de la mettre en confiance. C'est des moments très, très délicats. Pour la maman, elle vient, surtout pour une maman, son premier enfant, elle vient, elle est toute confiante, elle est là entre vos mains, même elle aussi, elle met sa confiance entre vos mains, elle est là, elle est à l'écoute, c'est-à-dire que là, c'est à la sage-femme d'essayer de réaliser tout cet objectif pour arriver à un accouchement physiologique, normal, avec un enfant sain, avec une maman en bonne santé. Surtout. Donc finalement, c'est une grosse responsabilité que vous endossez, n'est-ce pas? Responsabilité mentale, responsabilité physique aussi, parce qu'un accouchement, ça peut subvenir à tout moment. Donc vous êtes là à tout moment. À tout moment et surtout
Surtout la nuit. Oui. Surtout la nuit, Surtout les accouchements la nuit. ils sont surtout la nuit. Oui. Donc la sage-femme, elle travaille à tout moment. Voilà, vous l'avez bien comme dit. quoi les enfants ils choisissent leur moment. Ils hein. choisissent, c'est surtout la nuit qu'ils viennent. Surtout la nuit qu'ils viennent. Voilà, Ils aiment bien effectivement. embêter et les parents et Les parents sages-femmes. et tout le personnel médical Voilà, ils se finalement font qui est sur sentir, place. ils font sentir leur venue. Ah ben, il faut bien qu'ils se démarquent hein, Voilà, aussi les tout à enfants, fait, n'est-ce pas? Il faut tout à bien qu'ils se fait, démarquent. tout Alors, à fait. Madame Belkone, ce que vous dites est très important parce que ça reste quand même une grosse responsabilité. Grosse responsabilité implique aussi un stress. Donc, parce que là, c'est la santé du bébé, c'est la santé de la maman. L'objectif, c'est que tous les deux soient en bonne santé, c'est que l'accouchement se passe dans les meilleures conditions. Donc, tout ça, ça reste quand même une grosse pression, j'ai envie de dire, sur les sages-femmes. Un petit peu, vos actions sur terrain, c'est justement un petit peu encadrer et surtout, on va dire, améliorer la santé de la sage-femme elle-même. Parce qu'on pense beaucoup, finalement, à la personne, à la patiente, et donc qu'on doit la prendre en charge, etc. Mais celle qui prend en charge a aussi besoin d'être prise en charge, finalement. C'est pour ça que nous, par cette journée mondiale de la sage-femme, qui est une journée, justement, la journée mondiale de la sage-femme, c'est une journée qui est... c'est une journée où la sage-femme et les femmes, elles expriment leur solidarité. Oui. Parce que c'est ça, il y a le couple sage-femme et femme. Oui. Elles expriment leur solidarité. Et c'est un jour où c'est justement l'occasion pour la sage-femme d'attirer l'attention du grand public sur sa profession. Oui. Parce que quand même, c'est une profession très pénible. Oui. C'est un très beau métier. Et c'est un métier très pénible par un manque. Le manque d'effectifs, le manque de moyens, la difficulté du métier lui-même. La difficulté du métier, le manque de formation, le manque de femmes qui sont préparées. Oui. Elle manque de préparation à la naissance, ça aussi, nos ça femmes. joue, Ça vient, c'est en train de venir, mais ça manque. Voilà, la difficulté, le manque de... c'est-à-dire, au moment de l'accouchement... tous les moyens ne sont pas réunis pour faire un bel accouchement, pour faire le travail qu'on veut. Donc tout ça exprime la difficulté de notre travail et je vous dis, il mène la sage-femme vers le burn-out. Toute cette pénibilité mène la sage-femme vers le burn-out. Donc là, on va faire justement pour cette journée, nous allons faire, c'est une journée avec le slogan, c'est bien penser. Bien penser hier pour mieux faire. Non, pardon. Allez-y. Je vais le revoir. Allez-y. Le slogan, je vais le revoir là ici. Oui, c'est bien comprendre hier pour mieux faire aujourd'hui et demain. D'accord. Voilà. Donc nous avons réuni, et pour ça nous avons réuni des sages-femmes retraitées, parce cette journée on veut mettre à l'honneur la sage-femme. C'est une journée pour la sage-femme. Et puis ça reste quand même un partage d'expérience, un partage de connaissances. C'est vrai qu'aujourd'hui une sage-femme qui est à la retraite, c'est une sage-femme qui cumule quand même une expérience de toute une vie. Là, vous 38 ans que vous avez fait ce métier, ça reste quand même une vie que vous avez consacrée. Tout à fait. Il y a le capital d'expérience, c'est très important. Capital expérience. Alors justement, nous voulons mettre à l'honneur et en évidence les sages-femmes retraitées, et ça reste dans notre slogan, la sage-femme retraitée, la sage-femme... Elle vous parle, hein, cette image? Je ne sais pas si on peut revenir. Elle vous parle, hein? Très belle image. Elle me rappelle tous mes actes, tous les actes que j'ai faits, tous les bébés que j'ai pris comme ça. Avec une petite fessée? Oui, à un moment donné la fessée, mais non moins. Maintenant, vous voyez, les choses ont changé. Les choses ont changé, ça évolue. Et là, on suit les consignes, on se remet à jour. Justement, par les formations, par tout ça, on se remet à jour. Donc, je vous dis, on met à l'honneur les sages-femmes, la sage-femme retraitée, la sage-femme active et l'étudiante sage-femme. D'accord. C'est ça, c'est-à-dire que notre journée, notre événement, il tourne autour de ce thème. Oui. Il tourne autour de ce thème-là. Et alors, on aura d'abord un premier thème où les sages-femmes, on donnera la parole aux sages-femmes. D'accord. Ce sera le thème de parole de sages-femmes. Elles vont parler, chacune va parler de son vécu. La sage-femme retraitée parlera de son capital expérience, comme on a dit. La sage-femme active, elle est là, elle aussi, de tout son vécu, de tout son travail, de la pénibilité du métier, de son quotidien. Et la future sage-femme qui attend d'être diplômée, d'être là, qui est pressée de faire son travail.
Voilà, donc nous aurons les 3 thèmes هادو. Et on aura aussi un thème sur le bien-être professionnel, parce que je vous ai dit que ça restera surtout sur le bien-être professionnel de la sage-femme, qui parlera du bien-être professionnel de la sage-femme. C'est toujours dans les paroles de sage-femme. Et dans ça, nous avons associé nous avons associé des spécialistes de la médecine du travail qui seront avec nous pour parler aussi. Ils parleront de la santé et de la sécurité du travail dans le corps des sages-femmes, qui parleront de la santé mentale, qui parleront du travail décent, de la sage-femme, des notions de travail décent. Et ça c'est quelque chose de très important. Au travail, on veut un minimum de conditions, voilà, quand même, pour travailler que les femmes qui accouchent dans la dignité et que la sage-femme fasse son métier aussi dignement. Effectivement. Donc, il faut quand même Et voilà, c'est par rapport à la santé mentale, l'impact psychologique, des risques. On est là toute la journée en face de risques. En face de risques, on a 2 vies. En fait, la sage-femme, elle a 2 personnes, la vie de 2 personnes à sauver. Donc ça, tous ces risques-là, c'est un risque aussi. C'est un risque. On ne sait jamais, on dérape, on fait quelque chose. Et là, c'est parti pour... Donc vous vivez finalement, pour chaque accouchement, le même stress? À chaque fois. À chaque fois. Pour chaque accouchement, c'est le même stress que vous cumulez à chaque fois? À chaque fois, c'est le même stress. On est là à surveiller les bruits du cœur du bébé. On est là à surveiller la maman, à surveiller ses douleurs. Est-ce que c'est des douleurs normales? Est-ce que c'est des douleurs qui sont pathologiques? Est-ce que c'est-à-dire l'état général de la maman? À chaque accouchement, c'est un stress. Chaque accouchement, on veut le réussir. Chaque accouchement, on veut que ce soit un bel accouchement. Ça vient naturellement, donc... Oui, et comme vous voyez, 80% des accouchements sont naturels, sont physiologiques. Et là, justement, la Société des sages-femmes, on veut retourner à la physiologie. On veut redonner à la sage-femme son rôle de physiologue, j'allais dire. Son rôle, le rôle principal, que les accouchements soient physiologiques. On arrête de médicaliser les accouchements. Effectivement. Voilà. Effectivement. Même la femme, j'imagine qu'elle accepterait mieux l'idée donc de faire les choses naturellement que de passer effectivement par une médicalisation de l'opération. Madame Elgoloun, avant de clôturer, je voudrais juste, si vous avez une anecdote particulière, un souvenir particulier qui vous a marqué durant ces 38 ans de vie, de travail, de consécration finalement que vous avez faite pour ce noble métier. Ben oui, il y en a tellement, j'imagine, il y en a tellement, mais peut-être une qui vous a marqué. Ben, je ne sais pas, là maintenant, c'est celui qui me vient en tête, c'était une dame, j'étais étudiante d'ailleurs, une dame qui avait déjà que des filles. Elle avait, dans tous ses accouchements, elle avait des filles. J'avais fait son accouchement, juste l'accouchement d'avant, écoutez, dès que il n'y avait pas d'échographie. D'accord. Je lui ai dit, écoutez, l'accouchement que je viens de faire, c'était une fille. Et j'ai bien peur que vous ayez une fille encore, je préfère que ce soit... Non, je veux que ce soit vous qui me faites l'accouchement. Voilà. J'ai fait l'accouchement, elle a eu une petite fille. Elle a eu une belle petite fille. Eh bien voilà, elle n'était pas déçue, moi. Elle n'était pas déçue. Non, elle n'était pas déçue. Elle est très jolie. C'était moi qui avais un petit pincement au cœur. Mais bon, là, je me suis rappelé cette anecdote. Il y en a plein d'autres. Oui, j'imagine. En tout cas, bravo pour tout le travail que vous faites. C'est vrai que les sages-femmes, on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un métier qui nous suit et finalement, on ne peut pas s'en passer, n'est-ce pas? On ne peut pas s'en passer. Là, je suis à la retraite, ça me manque de faire des accouchements. Ça me manque. Ça vous manque, mais vous êtes là quand même à travers la société à accompagner ce beau métier et le développer surtout. Tout à fait. Voilà, le développer ça. Et là, dans la Société des sages-femmes, justement, on s'engage à faire des formations aux sages-femmes. On veut investir le terrain dans la sensibilisation, dans la prévention. Surtout la prévention des maladies, on fait beaucoup de campagnes comme les cancers du sein, tous les cancers féminins. On fait de la prévention, on fait des dépistages, on fait tout ça. Et puis aussi, on voudrait que la sage-femme reprenne son rôle dans la contraception.
dans la contraception, dans la contraception. Pourquoi je parle de la contraception? C'est pour diminuer cette démographie, aussi pour diminuer la mortalité maternelle et infantile. Voilà, donc ça reste quand même des missions de préservation, encore une fois, sensibilisation. En tout cas, merci beaucoup à vous, Madame Belgrand, d'avoir été parmi nous ce matin. Bravo pour tout ce que vous faites. On vous souhaite une très belle continuation. On rappelle juste votre événement qui se déroulera donc le 6 mai prochain. Donc ça va coïncider avec la journée mondiale. À Riyad el-Feth, voilà, on aura des sages-femmes de tout le territoire national. Et on aura, je peux annoncer. Allez-y très rapidement, parce qu'on arrive à la fin. Alors le 28 mai, on aura un autre événement, c'est une caravane sur l'hygiène du cycle menstruel. D'accord. Ça aussi, c'est très important. C'est très important, primordial. C'est une journée qui est mondialement célébrée depuis 2014. D'accord. Et en Algérie, ça va être la première fois. Nous allons faire une caravane dans les cités universitaires de Médéa, Djelfa, Larouat et Gherdeia. Ah ben, vous souhaitez très très belle. Je vous dis pourquoi le 28, j'aime bien dire ça. Allez-y, très rapidement, parce qu'on arrive à la fin. J'aime bien dire ça. Pourquoi le 28 mai? Parce que le 28, c'est un cycle de 28 jours. D'accord. Et mai, c'est le 5e. En général, c'est 5 jours. 5 jours, oui. 5 jours de cycle. Et là, c'est le 5e mois. Donc, ben voilà, quelle belle coïncidence. Donc, c'est comme ça que cette date a été choisie. Ben voilà, comme quoi, très très bien réfléchi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On rappelle encore une fois votre événement le 6 mai prochain. Inch'Allah, ça va se dérouler au niveau de Riyad el-Feth. Merci encore à vous. Cette fois-ci, nous allons aller du côté du sud en compagnie de Melika Belel qui nous fait découvrir ou redécouvrir ce magnifique musée à ciel ouvert. Il s'agit du Tassili Najer et on se retrouve juste après. S'étendant sur 72 000 km², le Tassili Najer est l'un des plus grands musées à ciel ouvert au monde. Avec plus de 20 000 sites archéologiques, le parc, qui date de plus de 13 000 ans avant Jésus-Christ, abrite plusieurs grottes et des milliers de gravures rupestres de différentes périodes. Cet immense plateau compte également les montagnes d'Ijbaran à 2500 mètres d'altitude, où plus de 15 000 dessins et gravures permettent d'y suivre depuis 6000 ans avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle de notre ère, les changements du climat, les migrations de la faune et l'évolution de la vie humaine aux confins du Sahara. Cet instrument est utilisé par l'homme préhistorique afin d'extraire une matière qu'une fois mélangée, adulée, nous donne cette peinture utilisée pour dessiner ces gravures. La densité exceptionnelle des peintures et des gravures et l'existence de nombreux vestiges préhistoriques sont des témoignages exceptionnels de la préhistoire, depuis 10 000 ans avant notre ère jusqu'au 1er siècle. Toutefois, c'est l'art rupestre, gravure et peinture qui a fait la renommée mondiale du Tassili à partir de 1933, date de sa découverte. Il s'agit là d'un art complet, que ce soit du côté technique ou bien des sujets illustrés et la manière de les illustrer. Tout cela montre l'intérêt et l'attachement de l'homme préhistorique à sa civilisation. Ces gravures de grande valeur témoignent d'une grande civilisation. D'après quelques historiens et chercheurs, le parc du Tassili Najer daterait de 5000 ans, bien avant les pyramides d'Égypte. Le parc culturel du Tassili Najer est classé depuis 1982 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est également inscrit dans la réserve mondiale de biosphère depuis 1986. À noter que le parc du Tassili qui abrite la vallée d'Ihrir est aussi classé depuis février 2001 site Ramsar, c'est-à-dire zone humide d'importance internationale. Et de retour sur le plateau, c'était donc le Tassili Najer, magnifique musée à ciel ouvert, et c'est Melika Belel qui nous l'a fait visiter. Cette fois-ci, nous allons aller du côté de Tizi Ouzou pour découvrir le programme qui a été établi pour célébrer le mois du patrimoine qui a débuté le 18 avril dernier, qui va se poursuivre jusqu'au 18 mai prochain. Nous en parlons en compagnie de l'attaché de conservation de la direction de la culture et des arts de Tizi Ouzou, à savoir Noura Bouheddoun. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci beaucoup de nous avoir invités. Marhaba bikoum. Alors, un programme s'annonce plutôt riche, plutôt varié, plutôt assez condensé. Exactement. Donc, comme vous savez, le 18 avril, nous célébrons la journée mondiale des sites et monuments.
Et le 18 mai, nous célébrons la journée mondiale des musées. Oui. Donc, et entre les deux, on célèbre tout le patrimoine. Exactement, il y a le mois du patrimoine. Et le 5 mai aussi, il y a la journée mondiale du patrimoine culturel africain. Oui. Voilà. Le 23 avril, nous avons aussi la journée mondiale du livre. Le 8 mai, nous avons les massacres, malheureusement, de Kharata, Stef également. Donc, nous avons un programme, nous traçons un programme très riche, donc non seulement culturel et historique, durant cette période. Donc, nous avons des expositions de livres, des ventes dédicaces, des expositions ateliers. De livres, des salons de livres, c'est ça? Exactement. Ou juste des expos? C'est pas des salons de livres. Donc, il y a des salons de livres qui se font. Donc, il y a eu le salon du livre d'Assiani qui se termine aujourd'hui. Il y a le salon du livre de Boujima. Vers le 1er juin, il y a aussi le salon du livre de Tigzirt. Mais les expositions concernant les livres, c'est en relation avec le patrimoine culturel et beaucoup plus ce sont des ventes dédicacées. Voilà. Donc nous avons des vernissages, nous avons des expositions de tout ce qui est patrimoine culturel matériel, mais en relation avec l'immatériel. Donc c'est les savoir-faire. Nous avons la poterie, les bijoux, la vannerie, la tapisserie, etc. Donc là, c'est vraiment d'une pierre deux coups, hein. Non seulement valorisation du patrimoine, mais aussi valorisation des femmes qui travaillent. Généralement, ce sont les femmes qui ont exactement, qui se spécialisent un petit peu dans elles les porteuses de ce patrimoine. Justement, comment rouler le couscous qui est maintenant classé sur la liste du patrimoine mondial. La liste immatérielle, je parle bien sûr, parce qu'il y a le matériel et il y a l'immatériel. Donc l'immatériel concerne le savoir-faire, la transmission du savoir-faire. Donc comment rouler le couscous, comment fabriquer la poterie, comment façonner un bijou. Donc c'est ce qu'on appelle l'immatériel, c'est ce savoir-faire. Le matériel, c'est l'objet en lui-même. Donc le matériel est divisé en deux. Il y a le mobilier, ce qu'on peut transporter, et il y a l'immobilier. Donc Tizi Ouzou, elle est très riche côté immatériel et matériel. Si on parle du matériel, nous avons 13 sites qui sont classés sur la liste du patrimoine. Excusez-moi. Pas de souci. Donc, nous avons 13 sites qui sont classés sur la liste du patrimoine national et 13 sites qui sont classés sur la liste de l'inventaire supplémentaire ou ce qu'on appelle communément la liste du patrimoine local. Donc, chaque wilaya a cette liste de l'inventaire supplémentaire qui concerne son classement dans la wilaya. Donc c'est très riche. Et justement, à part ces expositions, nous avons des journées d'études, nous avons des conférences aussi au niveau de la direction de la culture. Alors, ce qui est intéressant en ce qui nous concerne, c'est que nous avons une sorte de pôle culturel. Donc là où se trouve le siège de la direction de la culture, nous avons ce qu'on appelle la grande salle. C'est là qu'on a effectué toutes les soirées ramadanesques. Nous avons la maison de la culture. Nous avons le petit théâtre, c'est là que nous faisons pratiquement nos conférences. Nous avons le théâtre de verdure juste à côté. Nous avons la bibliothèque, c'est vraiment un pôle culturel. Donc chaque activité se fait, je vais dire, dans ce pôle culturel, soit le hall des expositions de la Maison de la Culture, le petit théâtre, le théâtre de verdure, etc. Mais on ne se concentre pas uniquement sur le chef-lieu de wilaya. Il y a ce qu'on appelle le programme de proximité. Donc, nous avons des bibliothèques un peu partout dans la wilaya. Donc, nous avons des bibliothèques de lecture publique et nous avons aussi des salles de lecture. Et généralement, nous avons pour les bibliothèques un programme qui va avec les obligations des bibliothèques. Donc des ateliers de contes, des ateliers de dessin, des ateliers de lecture, des ateliers d'écriture. Mais cette année, par exemple, je vais parler un petit peu du programme qui a été tracé aussi à Tigzirt. Donc le jeudi 27, nous avons eu 2 conférenciers. Donc il y a eu M. Erel Haïs Farid qui est chercheur au niveau du CNRPH, le Centre national de recherche en préhistoire, anthropologie et histoire, qui nous a fait une très très belle communication. L'intitulé est un peu long. Alors, c'est l'Algérie à travers les civilisations et les cultures préhistoriques depuis le premier outil jusqu'à l'apparition de l'écriture. Ça vous parle beaucoup, hein, vous qui êtes docteur en archéologie.
Moi, justement, j'ai appris pourquoi j'ai dit que c'était très, très intéressant parce que moi, je suis dans l'Antiquité et lui, c'était la préhistoire. Donc, c'était de 2,6 millions d'années jusqu'à à peu près 2000 ans avant notre ère et c'était vraiment très riche. Donc, je ne sais pas si les spectateurs peuvent voir ce résumé. Donc, depuis l'industrie lithique, donc comment l'homme a commencé à travailler l'outil lithique, le feu, l'inhumation, les gravures rupestres, la poterie, le broyage, donc les outils pédonculés. Et puis l'intérêt de l'inhumation aussi, on trouve beaucoup qu'on appelle ça les tombes mégalithiques. Donc ils ont accordé beaucoup d'importance à la mort qu'à la vie. Parce qu'on ne retrouve pas vraiment l'habitat préhistorique parce que c'était beaucoup plus des huttes, des sortes de huttes. Mais ils accordaient beaucoup d'importance sur la vie après la mort. Qui disparaissent très rapidement vu les intempéries, vu le climat, on va dire, le climat de manière générale. Donc, c'était une conférence très, très riche. Et puis, il y a eu aussi M. Ikharben Mouhendekli, qui est enseignant à l'UMMTO, Université Mouloud Mamri, département des sciences humaines, qui a parlé de l'Afrique dans les sources anciennes. Une très riche aussi communication, donc depuis les pharaons, les Grecs, les Romains, jusqu'à Ibn Hawqal, Ibn Khaldoun. Donc c'était aussi très vaste, c'était 10 siècles, voire un peu plus d'histoire. Donc il a résumé tout ce qui a été dit sur l'Afrique par ces géographes et historiens. Donc nous avons aussi, alors pour ce qui est des ateliers de conte, des ateliers de poterie, des ateliers de dessin, on a opté pour non seulement des sites, des sorties vers les sites archéologiques. Donc à Tigzirt, nous avons 2 sites qui sont classés sur la liste du patrimoine national. Donc nous avons le site archéologique de Tigzirt, il y a des thermes, il y a la basilique, il y a ce qu'on appelle le site, donc, qui contient un casernement, un mausolée et tout. Et nous avons le mausolée de Taksept. Donc ici, on travaille en collaboration avec des associations, donc notamment l'association culturelle Ampriès de Taksept, avec l'OGEBC aussi de Tigzirt, c'est l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés. Nous travaillons aussi avec les scouts de Tigzirt et avec les établissements scolaires. Donc nous allons faire profiter beaucoup plus les écoliers, les 3 paliers, donc primaire, collège et lycée. Donc, et puis c'est une très bonne période parce que ça précède un petit peu les compositions, les examens. Justement, donc c'est vraiment d'une pierre deux coups, découverte et détente avant. Beaucoup plus détente parce qu'en fait on a eu un peu de difficultés, surtout qu'ils sont en période de devoir, surtout les collégiens et les lycéens. Et c'est bientôt le bac et le BEM, je leur souhaite bon courage d'ailleurs. Donc on a eu un peu de difficulté pour trouver les dates adéquates. Donc on a vraiment parlé, reparlé, discuté, rediscuté de ces dates. Et on a pu quand même programmer quelque chose. Programmer un très très riche programme. Donc par exemple pour l'atelier de conte pour les enfants, donc on va les prendre au site donc à l'ancien Djama de Taksept, qui date de 1900-1940, je n'ai pas la date précise, qui a été restauré récemment, rénové par l'association. Donc il y aura des objets traditionnels, tout ce qui est poterie, vannerie et tout, et il y aura la troupe Oulal el-Khalef, donc quelques femmes de cette troupe qui vont narrer d'anciens contes au profit des enfants. Donc c'est le lieu justement qui est ancien, donc c'est pour ça que je vous ai dit, c'est les sorties pédagogiques et les ateliers de conte. Là, c'est l'atelier conte. Au site archéologique de Tigzirt, ce sera un atelier de poterie. Donc, ils vont visiter le site archéologique. Et il y a juste à côté un palais des expositions où il y a des expositions de certains objets archéologiques. Donc, on va faire l'atelier poterie. Donc, on ne sort pas du contexte patrimoine et je vais dire jeu ludique pour les enfants. Joindre l'utile à l'agréable. Voilà. Il y a aussi d'autres conférences avec le professeur Delissi Selim, qui est professeur à l'Institut d'archéologie, qui va parler, alors je m'excuse, je regarde un petit peu, alors c'est peuplement de la Numidie à l'époque antique. Donc il va parler de ce thème-là. Et nous avons aussi une initiation à une fouille archéologique qui va être faite par
M. Anan Salim et M. Arbaoui Mohamed, qui sont enseignants aussi à l'Institut d'archéologie, au profit justement des adhérents des scouts de Tigzir. Ah, ça c'est magnifique. Voilà. Donc je tiens à les remercier tous, donc que ce soit les enseignants, que ce soit les chercheurs, que ce soit les associations. Alors, justement, Nora, alors on voit quand même, c'est un programme assez varié, assez riche, et donc qui va s'étendre jusqu'au 18 mai prochain. Alors, si jamais on a envie donc de s'inscrire, de participer à ces événements, on fait comment? Alors pour ce qui est des bibliothèques de proximité, les gens là n'ont qu'à venir à la bibliothèque. Pour ce qui est du chef-lieu, donc il y a des expositions qui ont commencé du 17 avril jusqu'au 18 mai. Donc c'est ouvert. Mais sinon pour les activités. Les activités. Donc, le programme est affiché sur la page officielle de la Direction de la Culture. Donc, les gens n'ont qu'à regarder justement ces dates. Les voici. Donc, on ne pourra pas les voir comme ça. Exactement. Voilà. Bon, c'est les voix, bien sûr. Mais je vous ai dit qu'elles sont affichées sur la page officielle donc, de la Direction de la Culture. Voilà, donc les gens qui veulent assister à ces ateliers et tout. Donc, c'est libre. Pardon? C'est libre. Oui. C'est libre, donc tout le monde peut participer. Oui. Voilà, donc c'est la bonne nouvelle finalement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci. On rappelle, vous avez fait le déplacement de Tizi Ouzou avec plaisir. pour nous donner donc tout ce programme. Vos attentes par rapport à ce programme? Je sais que nos programmes ont toujours eu un écho favorable, qui ont toujours réussi. Et je sais que ce sera la même chose cette année. Les années prochaines. D'ailleurs, je remercie aussi la directrice de la culture, Madame Gomzia Nabila, qui est toujours à cheval derrière la réussite de ces programmes. D'accord. Bravo à vous tous. Voilà. Et la mairie aussi de Tigzirt qui met toujours à notre disposition les moyens de transport justement pour prendre toutes ces personnes et la société civile aussi qui fait un travail magnifique. Bien sûr. Et puis toutes les femmes qui participent à la promotion, à la préservation du patrimoine. À la préservation, n'est-ce pas? Voilà. Elles sont vecteurs justement de ce patrimoine, de cet héritage. Certainement. En tout cas, merci beaucoup à vous. Je rappelle, Nora Bouhadoun, vous êtes attachée de conservation de la direction de la culture et des arts au niveau de Tizi Ouzou. Vous êtes également docteur en archéologie. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Cette fois-ci, nous allons aller du côté de Paris pour découvrir la foire artisanale de Paris. Et Afaf Belouchet nous fait découvrir le pavillon algérien. On se retrouve juste après. C'est l'incontournable comptoir au pavillon des exposants étrangers à la foire de Paris. Regardez, vous la tournez 3 fois et le noyau il s'en va. Et vous la dégustez après. Ça c'est uniquement la date d'Algérie? Mais ça vient bien, moi, une toute fille qui va à Algérie. Les célèbres dates algériennes attirent les visiteurs de toute origine et sa dégustation tient la promesse d'une réputation internationalement reconnue. Le paquet, il ne restera pas une semaine, hein. Je peux vous assurer. Hein. Elles sont bonnes, elles sont moelleuses, sucrées. Je connais les dates de votre pays. Ils sont tellement régales que je vais à la foire de Paris pour les acheter. Un succès jamais démenti qui fait la réputation du pavillon Algérie, qui regorge de produits aussi variés qu'originaux, tous artisanaux, témoignant du savoir-faire algérien. L'Algérie est présente avec des produits du terroir et des produits de qualité. Il y a de nouveaux produits tendance bio et qui mettent à l'honneur notre beau pays. Comme vous le voyez ici, il y a d'autres stands que vous allez montrer à vos téléspectateurs. On est vraiment content. La participation est importante, il y a un intérêt. J'ai été très surpris. La curiosité des visiteurs, quelle que soit leur nationalité, beaucoup de Français et même des visiteurs étrangers. Bien sûr, les Algériens sont entendus en force pour pouvoir redécouvrir les produits de chez nous. En effet, les artisans ont œuvré à apporter une touche de modernité à ce savoir ancestral, comme les célèbres tapisseries de Gardaïa. C'est des motifs barbares. Bon, on a essayé de changer دخلنا لي كولور جدد باستيل كيما البلون كيما الباج كيما الكري هادو ما كانوش عندنا باسكو رانا نتبعوا دركا لا ديكوراسيون مودرن فوالا لو ستيل اوروبيان لو ستيل مونديال كاع ولا هكذاك ماشي كيما زمان.
Autre exemple, celui du savon artisanal bio, fait à l'huile 100% algérienne, qu'elle soit d'olive ou de figue de Barbarie, parfumée aux fleurs et plantes de nos régions, toutes fabriquées à l'ancienne. Une démarche dans l'air du temps, mais aussi une réappropriation de notre culture, illustrée par le fameux savon noir. C'est africain, mais du Ghana, il y a des personnes, hier j'avais des clientes du Ghana, ils ont la culture le savon noir. Même s'il y a des régions où certains pays veulent le prendre, mais non. C'est pour ça que j'ai insisté à mettre le savon noir, j'ai mis sabon d'Zaïr parce qu'il fait partie de notre patrimoine aussi. Voilà. Et parce que l'artisanat dans la culture algérienne est d'abord une histoire d'héritage, ce sont 3 générations de bijoutiers qui ont mis à l'honneur, avec leur sensibilité, le majestueux bijou kabyle. On met de nouvelles couleurs, on met de nouvelles formes, tout ça pour que notre bijou soit porté. Parce que les anciens bijoux, c'est vraiment des grosses pièces uniquement pour les mariages, pour les événements. Tandis que là, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment des bijoux qu'on peut porter même avec des jeans, accessoiriser un petit peu, des tenues pour tous les jours, et que tout le monde connaisse ce que c'est qu'un bijou kabyle. La finesse de la broderie, mais aussi celle de la cuisine constantinoise a séduit particulièrement les visiteurs de notre communauté, au grand plaisir de cette artisane qui participe pour la première fois à cette foire. En tout, ils sont 20 artisans réunis sous l'égide de l'EPETSD et de la FINEX qui ont pris part à cet événement, un retour du pavillon Algérie très attendu par les organisateurs. Nous savons tous, les dernières années ont été particulièrement compliquées. Et il a fallu qu'on traverse cette période et on n'a plus qu'à traverser ensemble et on a pu garder d'étroites communications, un lien privilégié avec l'ensemble des représentants de l'Algérie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Algérie est présente sur un pavillon et nous avons l'ambition de repartir sur une croissance du rayonnement de l'Algérie pour les années prochaines. Et ces artisans algériens vous donnent rendez-vous jusqu'au 8 mai au pavillon 4 de la Foire de Paris. Avant. Et de retour sur le plateau, c'était donc la foire internationale à Paris, c'était le pavillon Algérie, Afaf Belhouchat, s'est intéressé à la participation des artisans algériens à cet événement, un autre événement qui se prépare pour le week-end prochain, un magnifique événement qui va réunir plus d'une 50aine d'artisans. Nous en parlons ce matin en compagnie de l'organisatrice de Mon patrimoine, mon identité, Lydia Ladjouzi, bonjour. Bonjour. Quel plaisir de te retrouver, cher ami. Le plaisir est partagé. Là, ça fait quand même une petite coupure. Hein. Oui, depuis février. Depuis le mois de février. Voilà, depuis le mois de février, là, c'est le retour. Exactement. C'est justement, ça cadre un petit peu avec le mois du patrimoine. Justement, on a organisé cet événement dans le cadre du mois du patrimoine. Et on a organisé un événement avec mon ami Nawel Mena. Oui. Donc, à deux, on essaye toujours de faire des événements qui ont du sens. Et pour le mois du patrimoine, il n'en était pas question de pas représenter toute la richesse de notre pays dans un bel événement. Dans un bel événement, d'autant plus que les événements que tu organises en compagnie de notre ami Nawel, ce sont des événements quand même qui donnent un petit peu, j'ai envie de dire, la chance à des artisans qui viennent d'un peu partout du pays, donc pas seulement de la région de l'Algérois ou du Nord, mais là, vraiment, on a accès à un grand choix, on a accès à une diversité, finalement, de savoir-faire. Oui, c'est important pour nous de justement mettre en avant et en lumière tous ces talents qui jonchent notre pays. Et notre porte est toujours ouverte à la découverte de nouveaux talents, des personnes qui vont exposer pour la première fois, qui est le cas pour cet événement. On a une douzaine de personnes où ce sera leur premier événement. Donc j'espère que le public sera nombreux à venir nous encourager. Et ils vont non seulement il a l'habitude découvrir... du public maintenant, hein. Oui, ça fait quand même 18 ans. Il a été fidélisé. Hein. C'est une génération quand même, 18 ans, Lydia, mine de rien. Non seulement je suis fière de ça, de cette longévité et de cette stabilité, car ce n'est pas évident. Malgré les aléas de ce qui s'est passé dans notre pays, on tient bon et surtout, on est motivé par notre passion. C'est surtout ça. Voilà, effectivement. Donc, cette fois-ci, on aura
l'occasion de découvrir quel type d'artisanat, quel type de produit. Toutes sortes d'artisanat, vraiment que ça soit de tout ce que nous savons faire, donc de la poterie, la broderie, les luminaires, par exemple là le travail de tout ce qui est raffia. Donc voilà, tu pourras nous commenter un petit peu ce qu'on va voir. Là, ça, c'est le travail de mon mari. Alors là, c'est le travail de monsieur. Ah, alors ça c'est très intéressant, hein, parce que là, c'est carrément redonner vie, hein, finalement. Oui, ça, c'est le rebelle. Et là, c'est un rebelle. Alors, il y a un miroir à l'intérieur. Hein, donc voilà, vous voyez un petit peu la réflexion. Voilà. Tiens, tu vas te voir. Voilà, c'est moi qu'on va voir. Donc, c'est le rebelle qui a été revisité avec le hambel de notre patrimoine. Oui. Et on l'a transformé, plutôt il l'a transformé en plateau avec des jolis poignées en cuivre martelé. D'accord. Donc ça donne une autre touche, en fait, ce une sont autre des pièces fonction. uniques, hein, finalement, Lydia. Pardon ? Ça reste des pièces uniques. Totalement. Oui. Un artiste, un designer travaillera la pièce toujours en pièce unique. Même s'il veut faire 2 ou 3 fois ou même plus, ce ne sera pas possible. Ouais. Surtout quand c'est fait artisanalement. Oui. Il n'y a pas une machine qui intervient, donc ça restera toujours une pièce unique. Le tapis, de toutes les façons, n'a pas 2 côtés pareils. Exactement. Même si on, par exemple, les coussins qui sont, les coussins ici, par exemple. ils sont vraiment du même tapis, mais vous allez voir que les coloris ne sont pas pareils. Les formes, parfois. Voilà, pourtant, c'est le même produit. C'est le même tapis. Ça vient de la même source. Une fois que le tapis est terminé, c'est fini. On peut plus réutiliser ces tons-là. Et pour cet événement, donc, comme je disais, il va y avoir une très très grande richesse. Il va y avoir du prêt-à-porter revisité. Il va y avoir des luminaires. Il va y avoir de la confiserie aussi, parce qu'on est très gourmand. Hein. Oui. Pas oublier la chocolaterie. Plein de fruits. Voilà, plein de bonnes choses. Bah, déjà, on sort de l'Aïd avec un taux de calories. C'est différent, hein, on peut se permettre. On sort déjà de l'Aïd avec un taux de calories assez élevé. Justement. Et puis on va continuer sur la lancée. Juste, il faut profiter maintenant avant l'été. Exactement. Voilà, après, il faut profiter. Et j'aimerais dire qu'il va y avoir des produits de bien-être de notre patrimoine, mais vraiment, ce sera très riche. Et aussi, pour ne pas, voilà, par exemple, des bijoux berbères revisités. Ils sont magnifiques. Oui, ils sont magnifiques. Ils viennent de Tizi Ouzou, c'est Isoran. Leur touche, elle est très particulière. Elle est reconnaissable. Hein. Voilà. C'est vrai qu'ils se sont démarqués dans leur travail. Souvent imités, mais jamais égalés. Oui, effectivement. Et c'est le cas pour pas mal de personnes qui vont être présentes, qui vont venir. Il va y avoir carnet de voyage avec ces carnets en cuir. Il y aura des plasticiens qui justement montreront une touche très particulière, leur regard sur notre patrimoine dans de magnifiques tableaux. Le vendredi et le samedi, il va y avoir l'artiste plasticien Hemmouch qui va faire des ateliers pour les enfants gratuitement. Ils vont travailler tout ce qui est dessin berbère. Donc vraiment, j'espère que les familles viendront nombreux et nombreuses. Il y a des luminaires, comme vous voyez. Et là, c'est les bougies. Là, c'est les bougies avec notre touche de notre patrimoine de beaux bijoux par-dessus. C'est très beau à offrir et agrémenter nos maisons. Surtout, oui. Il va y avoir, donc, comme je disais, des ateliers pour les enfants. Le site, il est magnifique. Donc finalement, c'est un peu j'ai envie de dire, la touche de ton événement hein, ces derniers temps. C'est vraiment d'associer l'événement à un atelier. On l'a vu la dernière fois d'ailleurs à l'occasion de l'hub. Voilà. J'ai cherché le mot. À l'occasion de l'hub, mais l'hub dans tous ses états. Hein. Dans tous ses états, voilà. Vraiment pas que pour les couples. Pas que pour les couples, donc maman, papa, les enfants, l'amitié. Donc il y avait des activités. Voilà, des activités. Là aussi, et les activités qu'il va y avoir, il y en a plusieurs. Hein. Donc je parlais de Hemmouch qui sera là le vendredi et le samedi, mais pour toutes les personnes qui vont venir le jeudi, car ça commence le jeudi à 11h, les 100 premières personnes se verront recevoir un très joli petit cadeau. Ah ben c'est sympa. On est gâtés, hein. Toujours. Dans mes événements, on essaie toujours d'innover, d'apporter un petit plus. De rassembler le public qui apprécie l'art et la matière et l'artisanat. Durant les ateliers, j'ai envie de dire, Lydia, ce qui est intéressant, c'est particulièrement avec les enfants, c'est qu'on peut toujours découvrir des talents cachés, n'est-ce pas ?
Non seulement ça, mais le but de cet événement, c'est vraiment leur faire découvrir et les marquer de notre patrimoine. Voilà. Non seulement ils viendront voir une très jolie exposition, les parents pourront se faire plaisir, car bien sûr ce sont des prix directement, c'est pas des revendeurs, c'est l'artiste lui-même qui est sur place. Et ils pourront toucher et découvrir les symboles de notre pays avec un pédagogue comme l'artiste Hamouche qui est vraiment extraordinaire avec les enfants, et en plein air, à côté de la plage. En plus, on a de belles journées en ce moment. De belles journées, donc vraiment, c'est une très belle sortie. Les enfants, la majorité, auront fini leurs examens. Donc, venez leur faire plaisir, venez leur faire découvrir tout cet univers magnifique de notre pays. C'est une responsabilité aussi qu'on endosse aussi. C'est vraiment de transmettre un petit peu. Oui, quand on est dans le domaine, c'est plus qu'important. Non seulement de montrer notre savoir-faire et aussi de montrer son évolution. Car c'est, on va dire, c'est notre touche à nous de tous ces artisans que j'essaye de rassembler. Ils sont dans cet esprit-là non seulement de transmettre et d'innover. Surtout, donc on rappelle l'événement du 4 au 6 de 4, ce mois. 5 et 6, de 11h à 19h, même le vendredi de 11h à 19h. On n'a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. Alors pour clôturer, Lydia, tu as parlé de chocolat, tu as parlé de confiserie, de Barérasek. Au niveau de la région, on te demande de nous faire un atelier chocolat. J'espère pouvoir trouver le lieu adéquat et faire non seulement donc du chocolat, de la poterie, tout ça. On est dans cette réflexion-là de maintenant commencer à transmettre. Voilà, surtout que maintenant la roue est lancée, n'est-ce pas? Oui. Alors autant continuer dans cette lancée. En tout cas, Lydia, merci beaucoup. On te souhaite à toi et à Nawel beaucoup de réussite. Pour savoir le lieu et tout ça, donc je vous invite à venir sur ma page L'éclat de verre ou bien sur Lydia Ladjouzi. Vous allez avoir l'adresse, c'est à côté d'Alger, dans un hôtel au niveau de Zeralda. C'est facile à trouver. Vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux pour avoir tous les détails. Effectivement, donc on rappelle les dates du 4 au 6 mai, donc de 11h à 19h. Lydia, merci beaucoup. À bientôt. Très belle continuation. J'espère que vous allez venir avec votre papa. Comme à l'accoutumée. Comme à l'accoutumée. On ne rate pas avec mon papa, lui, qui adore le patrimoine. Il y a aussi la tombola, j'ai oublié. Oui, Lydia, franchement, comme à chaque fois. Très riche. Donc, marhaba. Merci beaucoup, Lydia. Très, très belle continuation. À bientôt. Donc, et longue vie, encore une fois. On est à 18 ans, il faut grandir encore, n'est-ce pas, pour l'événement, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup, Lydia. On continue, on va se retrouver dans un petit moment pour la dernière station de cette matinée en compagnie de Samira Hadjamar. Une belle visite à travers ces images. On se retrouve juste après. Retour sur le plateau et cette fois-ci on retrouve notre amie Samira Hadjamar nous emmène du côté de l'est du pays. Oui, Samira, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va? Très très bien. Ça se passe bien? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, tu vas nous emmener du côté des hauts plateaux. Stef, les hauts plateaux. Les hauts plateaux, une très belle région. Une bonne période pour visiter la ville. Très 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 bonne période, mais elle m'a peut-être ça parce que c'est quand même une wilaya. Excepté la journée d'hier.
La nuit surtout, je pense. La nuit, elle a été plus dure que la journée. Je sais pas, moi, je n'ai pas ressenti. Bon, entre bête fait le gay là, donc. Mais sinon, sage décision, c'est bien. Oui, oui, oui. Alors, Sétif, il fait très chaud en été et très froid aussi en hiver puisqu'il neige. Mais c'est surtout, tu la connais, c'est une ville extraordinaire. C'est une wilaya extraordinaire, comme toutes les wilayas d'Algérie, mais celle-là est très particulière parce qu'elle a un patrimoine, l'immensité de son patrimoine est incontestable. Donc aujourd'hui, on ne va pas tout dire sur Sétif parce que nous nous apprêtons à partir pour faire un documentaire, Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine. Et donc, pourquoi Sétif aujourd'hui? Parce qu'on est en train de célébrer le mois du patrimoine, donc qui a commencé le 18 avril et qui va se prolonger jusqu'au 18 mai. Et donc le plus intéressant, c'est que cette wilaya, cette ville, possède plusieurs endroits, j'ai envie de dire des milliers d'endroits qu'on devrait visiter durant cette période et toute l'année. C'est une ville, on dit qu'elle a été fondée un patron, un saint patron comme toutes les wilayas d'Algérie, c'est Sidi el-Khir. Sidi el-Khair, tu connais? On a beaucoup chanté d'ailleurs sur on le chante beaucoup. Samira Simine le chante. Voilà. On n'a pas mis de chanson, c'est dommage, j'aurais dû le dire à Faiza. Au passage, on fait un bisou à Amel Almi qui se repose en ce moment. Voilà, c'est ça. Et donc Sidi el-Khair, c'est le saint patron. On dit que c'est lui qui a fondé la ville. Il y a une petite légende qui l'accompagne. Il paraît qu'il en volait aux Sétifiennes. Ou à Mariette, on les appelle comme ça. Il aurait demandé un jour à une Sétifienne de venir, elle n'est pas venue, et c'est une étrangère qui est venue à sa place. Donc il paraît que les étrangères sont mieux considérées à Sétif, mais ce n'est qu'une légende, et les légendes ne sont pas forcément vraies. Donc sinon, la ville a été créée en 1996, par Nerva. Donc c'est à la base une ville qui a été créée pour une colonie de vétérans. Donc 96 de notre ère. Donc c'est une ville aussi qui possède beaucoup. Ce qu'on connaît le plus et ce qui est classé d'abord patrimoine national, mais mondial, c'est les villes de Djmila, Timgad. Tu connais, tu es déjà allé. C'est des endroits, surtout Djmila, Cuicul, en fait, ce qu'on appelle Cuicul. Timgad, c'est déjà Batna, c'est un peu plus bas. En fait, c'est très, très, très proche. C'est très proche. C'est à 80 km du centre de Sétif, mais elle est importante. Son architecture est importante. C'est une cuicule et a été construite sur un lac, en fait. C'est toute on va dire une cité qui a été construite sur de l'eau, et on peut imaginer à l'époque l'intelligence, tout le génie des ingénieurs, des architectes de l'époque, puisqu'ils ont construit des maisons, le grand boulevard, le Cardum. Ils ont construit des temples, ils ont construit des églises. Il y a eu plusieurs époques jusqu'à l'époque chrétienne. C'est tout le génie. Ça existe encore, et il y a des mosaïques qui ont été retrouvées. Il y a le musée de Djmila qui est magnifique, qui est à visiter. Là-bas, on peut retrouver la mosaïque de Bacchus. Alors, il semblerait que elle soit unique au monde parce que Bacchus est tout petit. Donc il est en train de boire son lait, et ça n'existe pas ailleurs. Donc on dit même que Bacchus serait né à Djmila. Bon, on ne sait pas, mais voilà, il semblerait que ça soit là-bas. Après, Sétif, c'est quoi? Sétif, c'est aussi la mosquée Al-Atiq. C'est l'une des anciennes, construites vers 1840. Elle a été construite durant la colonisation française. Elle a été construite après la destruction de la ville de Sétif. Donc elle est très importante, son architecture est très importante. Ce qui la caractérise, on va dire, c'est son minaret. Donc je ne sais pas si j'avais donné des photos à Faiza, je ne sais pas si on les a vues, non? On va les voir. C'est Zahra, c'est elle qui doit les mettre. Donc elle a un minaret particulier, il est romano-byzantin en fait. Elle est très particulière. Sétif est aussi connu pour sa fontaine. grâce à laquelle on revient incontestablement. On revient, bien sûr, c'est un lieu, mais elle n'est pas très très ancienne en comparaison. Non, elle n'est pas aussi ancienne que ça. Au fait, la fontaine qui nous permet de revenir, c'est pas la fontaine d'Ain Fouara, mais elle est juste à côté, c'est Drodj, juste à côté. Drodj, tu préfères Drodj? Non, c'est-à-dire la légende raconte que la vraie fontaine qui nous fait revenir à Sétif, c'est celle qui se trouve au niveau des escaliers, donc pas loin de Ain Fouara. Voilà, on jette parce pas que Ain Fouara, effectivement, sur le plan historique, elle est beaucoup plus récente.
Elle est très récente, elle date de l'époque coloniale, c'est vrai, elle est très jolie, il faut la conserver bien sûr, c'est incontestable, mais c'est pas la plus ancienne, c'est pas la plus importante en termes de valeur monumentale, on va dire. Sinon, il y a bien sûr ce qu'on peut visiter au centre-ville, le vieux marché aussi, qui mérite d'être restauré parce qu'il avait subi quelques dégâts, mais ça vaut le détour. Il y a une autre aussi mosquée, la mosquée El Kébir, qu'on appelle la grande mosquée. Il y a le musée archéologique du centre de Sétif, qui est géré en ce moment par Hachmi Amor, un grand artiste peintre, non, pardon, c'est le directeur de la culture Hachmi Amor, c'est Madame Shadia Khalfallah, et donc c'est un musée absolument à visiter. Il recèle, comment on va dire, c'est un témoin vivant avec des pièces, des choses à découvrir qui racontent toute l'histoire. Et ça remonte de la préhistoire, de l'âge de pierre. Et ça descend jusqu'aux jours les plus récents. Donc les périodes les plus importantes, bien sûr, c'est la préhistoire, c'est la période byzantine. Il y a eu la période islamique aussi. On peut y retrouver des pièces en or et en argent. On peut retrouver pour la préhistoire tout ce qui est outils et pierres de taille. Sétif est aussi connu par ces deux sites d'importance mondiale qui sont Ain el-Hnesh et Bouchrit. Alors ces deux sites qui ont complètement d'ailleurs bouleversé l'histoire de l'humanité. Donc absolument, puisque le site de Ain Bouchrit qui a révélé en 2018, on peut voir les photos ? Il n'y a plus, c'est fini. Bon, mais allez, de toute façon, on y va. On y va bientôt à Sétif et on pourra voir ça en détail. Oui, mais tu continues quand même la formation sur Ain el-Hnesh. Tu vas quand même pas nous laisser sur notre faim comme ça. Non, alors pour Ain Bouchrit, le site, alors en 2018, il a révélé un gisement, une industrie lithique. Lithique, ça veut dire quoi ? Ce sont des outils, des petites choses comme ça en pierre de taille. Et ces pierres de taille ont daté l'histoire de l'humanité entre 1,9 et 2,4 millions d'années. Pour celui de Ain el-Hnesh, je dois préciser que pour les deux, c'est le professeur Sahnouni, avec une équipe internationale, et le CNRPH bien sûr, qui s'occupe de ces fouilles. Elles ont lieu chaque année au mois normalement c'est août-septembre. Voilà, et donc tu vas nous emmener à Sétif. Oui, la semaine avec prochaine, plus de détails. Avec plus de détails et surtout de très très belles images que tu vas partager avec nous. Samara, merci beaucoup pour cette jolie escale. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Vous retrouverez Radia Boulmaali dès demain à partir de 8h. Pour ma part, je vous retrouverai le week-end prochain. Au revoir, bonsoir à tous.